Donc, tu étais là-bas à l'université au Canada C'est bien ça. et tu allais parler à ces étudiants. Et c'était un site hors campus que nous avions loué à la dernière minute parce qu'on n'avait pas le droit d'aller à l'université. Environ 40 manifestants nous ont accueillis. 2 m'ont agressé, dont un avec un forêt. Il a franchi le périmètre, défoncé la porte et m'a frappé au visage. Aucun policier en vue. Je me suis approché de la caméra et j'ai dit « Ces personnes sont entrées illégalement, ont vandalisé et franchi notre périmètre. » Mais c'était un honneur, je peux les faire sortir, ça, et c'est ce que j'ai fait. Bonjour, je m'appelle Daniel Seaman. Merci de me rejoindre à nouveau ici sur Straight Up. Je mentionne souvent le 8e front, qui n'est pas celui auquel Israël fait face sur le terrain. Ici avec Gaza, le Liban, la Judée et la Samarie, la Syrie, l'Irak, les Houthis, l'Iran. Le 8e front, comme je l'ai toujours mentionné, c'est ce front de la guerre cognitive, ou ce que nous appelons parfois Hasbara. Mais c'est cet endroit où nous faisons face aux pressions internationales sur Israël. La plupart du temps, et vous pouvez le voir dans les médias, les réseaux sociaux, etc., mais il y a aussi cet aspect qui est la présence sur le terrain. Et cela se passe sur le terrain et c'est généralement dans vos zones. Canada, États-Unis, Europe, Australie, Afrique du Sud, tous ces endroits où les communautés juives font face à l'assaut des mêmes éléments terroristes qui nous combattent ici sur le terrain, ils vous combattent là-bas, dans vos pays. Qui sont les hommes sur le terrain dans votre situation? Ce sont vos propres enfants, vos enfants qui vont à l'université, vos enfants qui fréquentent les universités, vos enfants qui font face aux autres jeunes et parfois aux aînés qui sont leurs professeurs, leurs docteurs, etc., dans les universités. Il s'allie aux terroristes et djihadistes qui troublent vos vies à l'étranger uniquement parce que vous êtes juif, pas seulement pour votre soutien à Israël. Être juif suffit à rendre vos vies difficiles. Je voulais me concentrer sur cet aspect aujourd'hui, car la semaine dernière, beaucoup d'entre nous ont vu cet incident. Au Canada, où un groupe d'étudiants juifs pro-Israël s'est réuni. Encore une fois, des personnes pro-arabes, pro-palestiniennes, dites pro-résistance, ont perturbé l'événement organisé par les étudiants pro-Israël. Et cette fois, cela a dégénéré physiquement. Le jeune Israélien présent venu leur parler n'est pas resté passif et n'a pas laissé ces gens maltraiter les étudiants juifs. Mais il les a expulsés de là. C'était un événement privé qui n'était pas ouvert au public. Ils ont envahi la zone, ils ont été agressifs, ce sont eux qui sont venus perturber l'événement lui-même et ils ont eu recours à la violence physique. Cela ressemble beaucoup à ce que nous vivons ici. Et encore une fois, les Juifs. Le doigt est pointé vers les Juifs et vers l'Israélien qui a pris sur lui de s'assurer que les autres étudiants juifs n'étaient pas menacés par ces personnes. Mon invité aujourd'hui est la personne qui était invitée là-bas au Canada et qui a été conviée par les étudiants juifs, Jonathan Carton, qui est israélien. Il est avec nous aujourd'hui dans Straight Up. Merci de votre présence. Merci de m'avoir invité, Daniel. J'apprécie vraiment. Non, c'est un plaisir. Parlons de votre parcours. Vous êtes déjà en train de parler. Vous n'êtes clairement pas l'Israélien moyen et vous n'avez pas d'accent israélien. D'où venez-vous et pourquoi êtes-vous en Israël? En fait, je suis né et j'ai grandi aux États-Unis. Si on remonte assez loin, ma famille, la vôtre, en fait, toutes les familles d'ici, de cet endroit, étaient originaires de cette terre. Je suis venu en Israël à l'âge de 19 ans. Malheureusement, mon oncle a été enlevé et assassiné par le Hamas, par la brigade Zaldin al-Qassam. Il s'appelait Shona de Zekoni Vocha. Ici en Israël? Ici en Israël. Et il nous a été enlevé trop jeune. Nous l'avons cherché 7 mois. Les terroristes l'ont finalement torturé à mort et enterré en 2 lieux. J'ai donc grandi avec cette histoire et je revenais en Israël chaque été pour une commémoration. On faisait un marathon à vélo. En sa mémoire, une synagogue et une Torah portaient son nom. Et donc j'ai un peu découvert Israël à travers la commémoration de mon oncle et grâce à mon lien avec Yad Vashem. Mes grands-parents faisaient partie du conseil d'administration de la Société américaine pour Yad Vashem, tout comme mon père. Et ils étaient tous les deux des survivants, mes 2 grands-parents. Donc je connaissais tout sur le pays. Et quand j'avais 18 ans, je voulais voir si je réussirais dans une méritocratie au lieu d'avoir accompli tout ce que j'ai fait grâce à mes parents et à leur histoire. Je suis venu en Israël, me suis blessé au début, puis j'ai rejoint des unités de renseignement appelées OFA. Tu es venu En tant que soldat isolé, en tant que soldat isolé, comme pas mal de jeunes hommes et femmes américains des États-Unis qui font ça. Bon travail, et tu t'es engagé et tu as été blessé pendant ton service. blessé pendant mon service, j'ai ensuite travaillé plusieurs années au renseignement avant de rentrer aux États-Unis. Là-bas, j'ai étudié à l'Université Columbia et mené ma propre guerre, le 8e front, comme il l'a dit.
En fait, mon professeur, Joseph Mossad, a soutenu la brigade Izel Din el-Qassam, qui est la même brigade militaire de Turif Juliet Turif qui a enlevé et torturé mon oncle à mort. J'ai organisé une action collective, porté plainte à l'E-Office pour la protection contre la discrimination raciale et poursuivi l'Université Columbia. C'était le premier test du titre 7 de Trump. Je crois que le terme exact est qu'il avait un décret exécutif, donc c'était un test de ce décret, la première fois que cela a été testé devant les tribunaux. Et puis, après avoir terminé mes études à Columbia, j'ai commencé à aider des startups israéliennes à entrer sur le marché américain. J'avais un cabinet de conseil devenu Capital Risque. Cela a donné le groupe IFTAC, une organisation aidant les startups israéliennes à entrer sur le marché américain et y investissant aussi. Nous avons eu 2 tours assez réussis. Et finalement, la guerre en 2023 m'a ramené en Israël. Et j'avais vendu la part General Partner de mon fonds, puis je suis revenu dans mon unité. À ce moment-là, j'étais en Argentine. Donc, tu fais partie de ces nombreux Israéliens qui, Ouais. dans chaque pays en guerre, tout le monde s'enfuit, mais les Israéliens ont tendance à revenir à ce moment-là. Donc, tu faisais partie de ceux-là. Il y a eu plus de vols qui ont atterri ce mois-là que de vols qui ont décollé. C'est la seule fois dans l'histoire moderne où, pendant une guerre, plus de civils reviennent que fuient. Donc, j'ai pris l'avion de Buenos Aires à Paris, de Paris à Rome et de Rome à Ayia Napa. Je suis arrivé au port de Haïfa avant de rejoindre mon équipe, puis j'ai servi 1 an et demi. Et je suis revenu dans la réserve à plusieurs reprises. J'ai récemment participé à la guerre de 12 jours, puis à quelques exercices depuis. Je travaille à temps plein à l'Organisation des États américains comme directeur principal chez OZ Ventures, spécialisé dans les technologies de défense à double usage. Qu'est-ce qui t'a amené au Canada? Tu n'étais pas là par hasard ce jour-là. Tu as été invité par les étudiants, l'Organisation pour l'Ordre d'Israël. Et ils font beaucoup de travail à travers les États-Unis, notamment sur les campus. Ils sont littéralement en première ligne. Et ils t'ont amené pour faire quoi ce jour-là? Ils m'ont invité à parler de l'Ishonoli Vocha de mon oncle et de mon expérience pendant la guerre, pour parler de la résilience nationale et de certaines infrastructures cruciales nécessaires au maintien de notre hégémonie économique régionale. Donc, je suis venu parler de ces fronts sur lesquels je travaille. L'aviez-vous déjà fait auparavant, dans d'autres universités? Je n'avais jamais parlé, je veux dire, dans d'autres universités. J'adore m'entendre parler, mais je suis généralement occupé par mon propre travail avant d'avoir le temps de m'adresser au public. J'ai pensé que c'était important pour moi, car j'avais risqué ma vie ainsi que mes amis, afin de différencier les combattants des civils, et parfois ils ont perdu la vie parce qu'ils devaient faire cette distinction entre combattants et civils. Et ici, on nous traite de génocidaires. Mes grands-parents avaient survécu à un véritable génocide, puis étaient venus comme réfugiés aux États-Unis et en Israël, et ils ont réussi à reconstruire leur vie et à se réhabiliter. Ce terme, c'est très sensible pour nous, donc être traité de génocidaire. J'ai risqué ma vie pour distinguer les deux et dire que ce n'était pas correct. Je l'ai vu, ce n'est pas le cas. Et même s'ils ne me croient jamais, si par exemple ils disent que ce mur est violet et que je vois qu'il est marron, je dois quand même dire qu'il est marron, même si tu es aveugle, parce que ce n'est tout simplement pas le cas. Même si tu ne me croiras jamais, ce n'est tout simplement pas le cas. Rien ne change. Quand j'ai commencé à travailler pour Israël, j'étais étudiant à New York. Je venais juste de terminer la première guerre du Liban et j'ai dû faire face à ça. C'était il y a plus de 40 ans maintenant. Donc non seulement ça ne change pas, mais ça empire et les mensonges sont bien plus grands aujourd'hui qu'ils ne l'étaient. Même alors, ils mentaient sur nous, mais chaque génération semble devoir affronter cela. Donc tu étais là-bas à l'université au Canada et tu vas parler à ces étudiants? Combien d'étudiants y avait-il? Les étudiants juifs, pro-Israël. Heureusement, nous avons été attaqués. Avant le début de L'événement n'avait même pas commencé. Nous étions encore dans les chanottes, toujours en préparation. Ce n'était pas à l'université, mais dans un site loué hors campus à la dernière minute, car l'accès à l'université nous était refusé. Nous avons donc souvent changé d'endroit. Les universités qui accueillent des terroristes soutenant des djihadistes sur le campus n'ont pas permis à l'organisation juive d'y organiser un événement. Est-ce à cause de votre présence ou est-ce habituel? Ils ont déjà annulé d'autres événements, mais j'ignore leur motivation. Donc, ils ont organisé cet événement privé. Les étudiants étaient présents, comme d'habitude. On m'a déjà crié et craché dessus, insulté, mais jamais vu ce type de violence sur les campus. Je pense que, d'après ce que je sais, voilà ce qui s'est passé. Les infos sur notre lieu ont été publiées sur un site de SJP, sûrement Instagram ou Facebook, attirant beaucoup de monde. Nous avons fait face à environ 40 manifestants. Plusieurs terroristes se sont mêlés à la foule de manifestants.
En me dirigeant vers la porte intérieure, 2 se sont jetés sur moi, dont l'un avec un foret. Et j'ai dû prendre la décision de me défendre sur place ou d'essayer de voir où étaient les autres étudiants et de barricader la porte intérieure. J'ai donc choisi de barricader la porte intérieure plutôt que de me défendre là-bas. Il n'y avait pas de policiers là-bas. Aucun policier là-bas. Et la sécurité que nous avions engagée n'est arrivée que lorsque l'événement a commencé, mais avant Oh, c'était même avant. Avant le début, seuls les Juifs et soutiens d'Israël ayant aidé à organiser l'événement étaient présents. Ils ont été menacés et victimes de violences, tout comme vous. Oui, le gaz a couru vers moi avec une mèche de perceuse. Je me suis enfermé derrière une porte secondaire. Il a franchi le périmètre, cassé la porte, frappé mon visage, puis s'est enfui avec une mèche de perceuse. Et j'ai entendu d'autres personnes monter par l'escalier. Leur voix, autrefois étouffée, était maintenant claire, signe qu'ils avaient franchi l'entrée principale. Donc, je devais trouver comment sécuriser au mieux les élèves restants qui se cachaient dans la pièce intérieure. J'ai donc décidé de parler d'abord au propriétaire de la boutique. Je lui ai dit « Et est-ce que ces personnes sont vos invités? Ils s'introduisent illégalement ?» Il a répondu « Non, ce ne sont pas mes invités. Je ne veux pas d'eux ici. » À ce moment-là, nous leur avons demandé de partir à plusieurs reprises. Ils refusaient de partir. Tout cela alors que je saignais après avoir reçu un coup au visage. On peut le voir là. J'ai vu les blessures. On peut les voir sur les vidéos. Même à ce moment-là, je subissais une agression physique. J'étais blessé et toujours pas de police. On ne les voit pas sur les vidéos? N'est-ce pas? Il tenait un foret. J'ai reçu le vaccin contre le tétanos car la coupure pouvait venir du foret. Cela pouvait être une coupure du ovaire. Il en tenait un. Aucun policier n'était visible. En fait, ils ont mis, je ne sais pas exactement combien de temps, mais entre 30 minutes et 1 heure pour arriver sur place. Je voulais surtout m'assurer que les autres étudiants ne l'étaient pas. Blessés. Donc, je suis entré pour vérifier comment ils allaient. J'ai vu d'autres personnes leur crier dessus et hurler. Et je venais juste d'être attaqué par l'un de leurs collaborateurs. Alors, je suis allé vers la caméra et j'ai dit « Ces personnes ont pénétré illégalement, vandalisé et franchi notre périmètre. Maintenant, je vais les faire sortir et c'est ce que j'ai fait, je les ai fait sortir. Et j'ai barricadé la porte jusqu'à l'arrivée de la police. » Et c'est l'une des choses que l'on voit dans cette vidéo. On voit souvent dans beaucoup de ces événements les Juifs se retenir. Je ne veux pas dire qu'ils se recroquevillent, je ne veux pas dire qu'ils se cachent, mais ce n'est pas ce qu'on fait face à une foule qui se lève. Et là, on ne parle pas du Moyen-Âge, on ne parle pas de l'Europe, on ne parle même pas de la Seconde Guerre mondiale. C'est le Canada, l'après-Seconde Guerre mondiale, le monde moderne. Et vous avez de jeunes Juifs qui se font agresser simplement parce qu'ils sont Juifs et vous n'entendez rien. Il n'y a pas eu beaucoup de choses dites à ce sujet dans les médias au Canada. Les médias, comme vous l'avez dit, savent si bien parler de génocide et faire tout cela. Rien n'est dit à ce sujet lorsque des Juifs sont persécutés chez eux et lors d'un événement là-bas. En général, ils gardent l'information. Ce que beaucoup d'Israéliens ont aimé là-dedans, c'est que tu as saisi ceux-ci. Je ne veux pas dire le mot, mais vous pouvez tous comprendre le mot auquel je pense. On peut le censurer si je le dis. Tu attrapes ceux-ci et tu les fous dehors. Tu n'as pas donné de coup de pied, tu les as juste jetés dehors et c'était merveilleux à voir. Et soudain, ces grands héros se sont mis à gémir et à se recroqueviller. Pour moi, c'était la meilleure chose vue depuis des années. Enfin, des Juifs qui se défendaient. Comment les jeunes Juifs ont-ils réagi? Je n'aime pas dire gamins, mais pour moi, Samson. Comment ces jeunes ont-ils réagi des deux côtés? Oui, j'ai reçu des milliers de messages. Je n'aurais jamais cru que cela deviendrait aussi viral. Parce que, pour moi, l'idée d'un Juif qui se défend est quelque chose de banal. Je vis en Israël et mes grands-parents étaient des partisans et mes parents faisaient partie de l'armée israélienne. Ma famille m'a participé à chaque armée et à chaque guerre depuis la création du pays. Donc, pour moi, c'est naturel que les Juifs se défendent. Mais je pense que dans la diaspora, l'idée que l'on puisse s'autoriser à se défendre, à apprendre à se défendre, est relativement nouvelle. J'ai reçu des milliers de commentaires et de demandes sur comment apprendre à se défendre. La police et l'armée fonctionnent bien dans vos pays, mais vous devez aussi veiller à votre âme. C'est dans la Torah. Quelque chose comme ça, mais vous devez essentiellement protéger votre propre âme avant tout. Donc je pense qu'ils voulaient aussi apprendre à se défendre. Ils voulaient apprendre ce qu'il fallait faire de mieux pour tenter de reprendre leur ville. Je leur ai tous dit la même chose. Avant tout, apprenez et allez au cours de Gros Karl Maga. Essayez de vous armer si vous le devez.
Impliquez-vous davantage auprès de votre Parlement et de vos autorités locaux. Sortez et votez quand il le faut. Organisez-vous. Chacun possède une compétence acquise en grandissant avec un talent spécifique à accomplir. Peut-être Peut-être que tu es un artiste, peut-être que tu es un scientifique, peut-être que tu es un financier, mais chacun a sa capacité particulière à aider l'Amir à rendre cette capacité relative ou pertinente pour la cause pro-israélienne. Et si tu ne prévois pas de te défendre et de te battre pour reprendre ta ville, alors rentre à la maison, reviens en Israël, et c'est ce que j'ai dit à chacun d'eux. J'ai reçu de nombreuses menaces de mort, parfois créatives. D'une certaine façon, je leur tire même mon chapeau. Nombreuses menaces de mort amusantes, mais rien de nouveau. Et je pense que la raison pour laquelle c'est devenu viral, c'est parce que, pour la première fois depuis longtemps, les gens réalisent que ce n'est pas un jeu et que des vies sont perdues chaque jour. Même s'il existe des idiots utiles facilement endoctrinés sur le terrain qui croient que c'est un jeu comme le morpion. J'arrive et je défile ici, tu vas crier là-bas, c'est la vraie vie. Et quand vous attaquez un groupe de Juifs et que vous les agressez, vous devez comprendre cela. Vous comprendrez pourquoi nous avons survécu 5000 ans. Nous ne sommes pas des Juifs soumis à une vache. très bien. Pendant ce temps, les autorités canadiennes ont arrêté ces personnes. Ils ont arrêté les 5 premières personnes qu'ils ont pu appréhender le même jour. Et puis, environ 2 jours plus tard, ils ont fini par retrouver l'homme qui m'a ensuite attaqué aussi. Était-ce des images vidéo ou est-ce que les lâches ont donné les noms? Je ne sais pas comment ils l'ont trouvé. C'est une bonne question, je voudrais le savoir. Apparemment, il avait déjà été arrêté plusieurs fois. Et Il est canadien de naissance ou est-ce qu'il est mexicain? il est citoyen canadien. Il s'appelle Kabil, quelque chose comme ça, Mike. Kabyle, d'accord? Quel que soit son nom. Oui. Mais oui, ils l'ont attrapé et j'espère qu'ils vont le garder derrière les barreaux. Agression aggravée, arme mortelle. C'est un crime grave. Je ne suis pas sûr des paramètres juridiques exacts au Canada. Je sais qu'ils sont moins stricts qu'aux États-Unis. Mais j'espère qu'ils vont soit le réhabiliter, soit l'empêcher d'être un danger pour la société. Eh bien, c'est, vous savez, le Canada. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les Juifs sont une minorité là-bas, ainsi qu'aux États-Unis et en Europe. Et j'ai aussi mentionné cela dans mes précédents podcasts. La seule minorité au Moyen-Orient qui a réussi à tenir tête aux musulmans, ce sont les Juifs, parce que toutes les autres minorités dans cette région sont persécutées. Et ce qu'ils ne peuvent pas faire ici, les musulmans le font dans les autres pays, dans vos pays. Ils profitent du fait que les Juifs ne peuvent pas se défendre là-bas. Et soudainement, ils deviennent héroïques, avec les idiots utiles qui les aident. Et ce n'est rien, vous savez, ils sont très courageux quand ils en ont la possibilité. Comme le 7 octobre, quand il n'y avait personne pour leur résister, ils étaient très courageux. Et en 48 heures, soudainement, ils sont redevenus les victimes. Au Canada, quand ils sont en groupe, ou aux États-Unis, quand ils vont sur ces campus et qu'ils sentent qu'ils ont le soutien local, ils n'essaient même pas de promouvoir la paix, ils n'essaient pas de promouvoir le vivre ensemble. Ils font ce qu'ils font. Partout au Moyen-Orient et dans le monde musulman, on fait taire tous ceux qui s'opposent à l'islam. Je suis d'accord avec la plupart de ce que vous dites. Je changerais une chose. Je ne pense pas que ce soit la religion de l'islam ou les musulmans qui font cela 24 heures sur 24. Je pense que c'est une forme radicale et une interprétation radicale de cette religion. Le problème, c'est quand il y a 2 milliards de personnes qui suivent cette religion sous une forme radicale, cela se produit. Même si c'est un pourcentage de la population, cela reste une part significative de personnes, surtout par rapport à notre nombre qui est de 15 millions à l'échelle internationale. Donc je dirais que ce n'est pas le cas. Je veux dire, j'ai eu des personnes musulmanes qui ont servi avec moi dans l'armée. J'ai aussi des personnes ici au Parlement qui sont musulmanes. Donc je ne dirais pas que c'est ça. Je dirais que c'est une interprétation radicale d'une religion qui n'est pas passée par la période des Lumières, comme le christianisme l'a fait. Le christianisme aussi a connu des croisades et des attitudes tribalistes et nationalistes. Ce n'est pas un problème musulman, mais un problème de nationalisme arabe répandu. Et les Arméniens se sont battus contre le nationalisme arabe, les Chypriotes se sont battus contre le nationalisme arabe, les Andalous dans le sud de l'Espagne se sont battus contre le nationalisme arabe. Donc je suis d'accord avec vous, c'est une idéologie qui imprègne de nombreuses cultures et qui, à travers l'histoire, a été combattue pour être contenue. Mais je ne pense pas que les Juifs soient les seuls à combattre cela, ni qu'ils le fassent avec succès. Non, nous avons réussi maintenant à notre époque.
Donc il y a aussi des intermédiaires. Je souligne simplement que je suis d'accord avec toi sur ces points, mais il y a une différence avec les autres. Et avec l'islam, si tu acceptes l'islam, il n'y a pas d'acceptation de quelqu'un qui n'est pas musulman. Et ils sont l'ennemi et doivent être anéantis. Donc, peu importe le niveau, tu peux être une personne décente, un musulman décent. Et j'ai quelques amis musulmans et j'ai des personnes que j'ai rencontrées via les réseaux sociaux qui ont maintenant émigré et je suis très heureux pour eux qu'ils aient pu quitter les endroits où ils étaient. Mais à la fin de la journée, les vrais croyants, et c'est avec eux que nous avons affaire. Ce n'est pas une minorité, mais la religion elle-même qui pousse à cela, ce que l'Occident ne comprend pas. Je pense que ce ne sont pas les vrais croyants de l'islam qui nous tuent. Ce sont les mauvais croyants, ceux qui interprètent mal certaines des belles choses qu'ils ont aussi dans leur religion. Ils ont ce concept de Durbal Harbin ou Duba el-Salam. Ma mère est marocaine ou je parle arabe. J'ai vécu au Maroc pendant plusieurs mois. Les personnes qui l'interprètent mal croient qu'elles doivent maintenant conquérir le monde entier, faire le djihad physiquement et tuer tous les infidèles. Et malheureusement, c'est le combat auquel nous faisons face chaque jour. Mais ce sont ces personnes qui interprètent mal ce qui peut sembler être un beau texte, avec de bons et de mauvais passages. Certains passages du Coran évoquent « Viens, il y a un juif derrière moi, tue-le ». On dit aussi que l'arbre et la pierre le révéleront un jour. Ils pratiquent également la taqiyya. Le jour où ils pointeront du doigt et diront « Mais dans le judaïsme, certains passages mentionnent de lapider les adultères ou d'emmener un ben sorer ou moré au mikdash pour le mettre à mort. Donc, chaque religion a ses extrêmes un peu fous. La différence, c'est que nous ne l'interprétons pas de cette façon. Nous prenons les parties qui sont pertinentes pour la communauté collective et nous apprécions ces aspects-là et nous ne donnons pas vraiment autant d'importance aux parties les plus extrêmes. Pour moi, c'est l'inverse dans cette culture, selon mon avis. Je n'ai donc aucun problème avec ça. Nous devons faire la différence entre la religion et la pratique radicale. Je t'ai laissé continuer là-dessus et ce n'était pas le sujet de notre conversation. Quel est censé être le but de tout ça? Mais j'aime le fait qu'au milieu de tout cela, nous faisons face à une situation très grave. Vous qui non seulement avez été impliqués dans cela, et vous qui avez perdu des proches, vous trouvez nécessaire à un moment donné de dire quelque chose de bien à leur sujet et de souligner ce qu'il y avait de bon chez eux. Et vous vous concentrez là-dessus, même lors d'une discussion. Et j'ai décidé de laisser cela parce que je pense que cela en dit long. C'est très révélateur de la différence entre nous et eux. Maintenant, est-ce que... Oui, nous mènerons le combat et si nous devons le faire, nous nous défendrons, mais nous ne leur retirons pas leur humanité. Bien sûr que non. En fait, je vais te donner quelque chose d'intéressant, mais peut-être que je peux te poser une question pour changer. Tu connais le problème du tramway? Qu'est-ce que c'est? Le problème du tramway? En gros, si tu es dans un tramway, tu es dans un train. Et tout à coup, il y a 5 personnes sur les rails et tu dois décider, dois-je ne rien faire et laisser 5 personnes mourir ou tourner à gauche et en tuer une? Et donc, quand j'étais dans le renseignement, ils m'ont posé cette question. Au final, peu importe si vous ne faites rien et laissez 5 personnes mourir ou tourner à gauche et en laisser une mourir. L'essentiel est la question de suivi qu'ils posent, proche du dilemme du tramway. Vous êtes sur un pont, un train passe dessous et 5 personnes sont sur les rails. Vous pouvez ne rien faire. Vous pouvez traverser le pont et laisser 5 personnes être écrasées par le train ou remarquer l'homme corpulent qui observe depuis le pont. Vous pouvez pousser l'homme corpulent. Il mourra, mais arrêtera le train avant qu'il ne touche les autres. La question est, que faites-vous dans le second scénario? Poussez-vous l'homme corpulent à la mort? Ou alors, ne faites-vous rien? Ici, ils veulent savoir autre chose que si vous poussez un homme ou tournez à droite. Tuez activement une personne ou restez passif et laissez 5 personnes mourir dans les 2 cas. Ils ne doutent pas que l'indécision soit une décision, mais que vous valorisez la vie de la même façon. Souvent, les gens disent « je tournerai à gauche ou à droite et tuerai quelqu'un sur la route, mais jamais je ne pousserai physiquement quelqu'un. » Parce que c'est difficile, c'est plus concret de cette façon. C'est ça. Dans le renseignement, ils vérifient que tu accordes la même valeur à la vie, peu importe le contexte. Que ce soit poignardé, tiré, tué, bombardé avec un drone, un Unmanned Aerial Vehicle, un engin explosif improvisé, quelle que soit la méthode de mise à mort, tu ne dois pas ressentir que c'est plus ou moins grave selon le moyen utilisé. Voilà la différence entre notre camp et le leur. Nous ne prenons en considération que les individus qui ont une sainteté de la vie, et nous louons la valeur de la vie et de la mort dans cette mesure. Contrairement à
attaquer, tuer, violer des civils, etc. C'est la différence entre les valeurs occidentales et celles du système que nous combattons. Wow, cela a vraiment pris une... Désolé. Non, 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 non. Au contraire, j'adore ça et je pense que nos spectateurs apprécieront aussi. Ça a pris une direction à laquelle on ne pensait même pas quand on s'est assis ici aujourd'hui. C'est révélateur de qui nous sommes et de ce à quoi nous faisons face. Ce sont des temps très difficiles, ce sont des questions très difficiles auxquelles nous devons tous faire face. Donc, tu as fini ce sujet au Canada et tu es revenu ici. Tu poursuis ta vie. Vas-tu refaire des apparitions ou être plus réticent? Non, je vais faire plus d'apparitions. En fait, juste après avoir été hospitalisé et recousu, je suis allé faire une autre conférence après. Je n'arrêterai pas. Je n'ai pas peur. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Ce n'est pas notre façon d'être. Je poursuis donc mon travail, désormais axé sur la sécurité nationale. Je travaille pour OZ Ventures, entreprise technologique de défense à double usage aidant les startups israéliennes. Les séries A jusqu'à la théorie C s'impliquent dans la technologie à double usage. Nous avons aussi un secteur de capital investissement qui construit des centres de données, des semi-conducteurs photoniques et d'autres bases pour la révolution de l'intelligence artificielle, et nous le créons de telle sorte que nous progressons. Depuis la 48e place mondiale. Israël est passé de la 48e à la 8e place mondiale pour la distribution de semi-conducteurs et puces photoniques. Oh, wow! Vous ne pouvez pas nous éliminer si vous avez besoin de nous. C'est mon travail actuel. Jonathan, on aurait pu continuer. Nous n'avions ni directive ni nouveauté, mais la conversation était merveilleuse. Je te remercie d'abord de t'être levé là-bas pour toi-même et pour les jeunes hommes et femmes juifs pro-Israël là-bas au Canada. J'espère qu'ils serviront tous d'exemple. Je remercie ceux qui nous regardent, dont les enfants sont sur les campus et soutiennent Israël. Ce front est aussi crucial que les autres et seule une action collective nous permettra de réussir. Bonne chance à vous. Merci d'être ici et de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Avec plaisir. Merci.